Ça mouline, ça mouline. OK, donc là, c'est bon, on est en live. Alors écoute, je vais lancer aussi sur Instagram. Voilà, comme ça, on est bon. Voilà, je suis en direct sur Instagram. Rechercher participant, je t'invite. Voilà, je t'ai invité. Yeah. Je te vois. J'ai la moitié de la tête, mais ça marche. Par contre, le son n'est pas terrible. Non, c'est peut-être pas une très bonne idée ce qu'on fait là. Si? Il faut couper le son peut-être d'un côté ou de l'autre. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est bien là. Alors moi, j'ai coupé mon micro sur Insta, mais toi, je t'entends toujours en double. Sur ton téléphone, fais pareil, coupe-le du micro sur ton téléphone. Là, j'ai coupé un peu, mais ouais, ça on entend toujours. Bah, attends. Bon, bonjour pour ceux qui sont là quand même. Hein. Il y a 7 personnes qui nous regardent. Alors, on cale un peu les choses parce que le son n'était pas terrible. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Dites-nous si c'est gênant pour vous de nous entendre en double. C'est vrai que je m'entends en double aussi là, tu vois. Et pourtant, moi, je m'entends pas en double. Moi. Alors, moi, je vais mettre le casque. Peut-être que c'est ça. Et tu n'as pas pu couper le micro sur ton téléphone? Non, il me reste toujours un petit morceau, il ne veut pas couper plus. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi. On va y arriver, on va y arriver. Là, si je fais ça, c'est mieux? Non. Alors, autrement. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Non, pas du tout. Bon, on va peut-être arrêter le live Insta. Ouais, il y a un écho quand vous parlez, elle dit Laetitia. Merci Laetitia. Bah, ce qui est curieux, c'est que moi, je peux pas couper ton micro en fait. Je peux couper le mien, mais pas le tien. T'as pas un petit truc en bas, couper ta vidéo, couper ton micro sur ton téléphone. Ton micro, on n'entendra plus sur Insta. Bon, je crois qu'on va arrêter le live sur Insta. Et on va arrêter le live Insta et on mettra en replay. Désolée pour les personnes qui ont commencé à regarder. Ouais, venez sur Facebook sinon. Ouais, on enregistrera de toute manière la vidéo, on mettra le replay tout à l'heure. Voilà, on fera ça. Merci, désolée. Hop. Voilà, bon, allez, on coupe ça du coup. Bon. Les aléas techniques. On avait tout testé, sauf ça. Et voilà. C'est ça, on avait tout bien préparé et sur le papier, c'était nickel. Et puis, ben voilà, en vrai, ça rend pas pareil. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est ça. Oui, dis donc, il y a plein de messages déjà. C'est ça les joies du direct, t'as raison. Ok, bon, bienvenue, bonjour. Marie-Lise, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour parler de toi, de tes romans, parce que dans tes romans, tu parles d'histoires qui parlent de tout le monde, en fait, de notre vie de tous les jours, de nous, voilà. Tu dis avoir le syndrome d'Amélie Poulain, on verra ça tout à l'heure ce que c'est, et tu as envie de transmettre des clés à tes lecteurs. Je crois que le gros souci dans le monde aujourd'hui, c'est la méconnaissance de soi et que si on apprenait à s'écouter davantage, on pourrait écouter les autres davantage et je pense que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes.
Et donc, en fait, c'est un peu avec toi que j'ai envie de contribuer, tu vois, à un monde meilleur, en transmettant des clés, des mots, des pages, des livres, un live. Voilà. Donc dans ce live, on va parler, de toi, de tes livres, des émotions et comment, les gérer et d'un voyage que tu as fait, une source de découverte de soi. Mm, mm. On y va? Quel teasing de dingue. Tu as vu? Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si c'est possible, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, je suis Marie-Lise. J'habite pas loin de chez toi, dans le sud de la France, à côté de Toulon. Je suis maman de 2 garçons qui commencent à devenir grands et sont grands en fait. Et voilà, je suis également, j'ai travaillé 20 ans dans la communication avant de me mettre à écrire pour mon plaisir, et puis ça a pris un peu d'ampleur. Et donc voilà, après plusieurs nouvelles écrites dans le cadre de concours, je me suis lancée dans l'écriture de romans en 2014. J'ai écrit 9 romans, le 10e est en cours. J'ai écrit également 2 guides pratiques. Donc on peut peut-être dire que je suis écrivain. J'ai lâché mon boulot de communication. J'accompagne également des auteurs pour se faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis coach professionnel également, donc j'accompagne des personnes qui veulent réécrire leur vie. J'emploie ce mot-là parce que c'est le nom de mon site qui s'appelle réécritavie.com. Et je suis coach Ikigai. Donc Ikigai, peut-être on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est une manière de trouver notre mission de vie, notre job idéal. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des formations également et j'interviens parfois dans les médias locaux, à la radio en ce moment sur France Bleu. Et voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? À peu près tout. C'est pas mal pour une entrée en matière. Tu m'as devancé sur ma deuxième question. C'est pas grave. Du coup, je le redis. Tu as écrit donc 9 romans. Tu vois, j'étais pas sûre. Dans ma question, j'allais dire je crois. Et donc, du coup, tu le confirmes. 2 guides pratiques. Ils ont tous un point commun. Tu mets l'être humain au centre de tes histoires pour parler de la vie de tous les jours, du quotidien, en fait, de nous. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on s'attache aux personnages, on vit les émotions avec eux, je suppose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, moi, ce que j'aime quand je lis, c'est que l'histoire me distrait, m'évade, m'emporte, mais que j'en retire quelque chose en plus pour moi, pour ma vie à moi. Et donc, j'aime bien être inspirée par le parcours du héros, de l'héroïne. Et donc, c'est ce que j'aime écrire. C'est ce que... quand j'ai voulu écrire, petite anecdote, c'est quand j'ai voulu écrire ce premier roman, je me suis dit, mais vers quoi je vais aller, quel est le genre dans lequel je vais écrire. Enfin, je partais vraiment d'une feuille blanche. Hein. Et un auteur qui m'avait inspiré, que j'avais lu quelques années auparavant, c'était Laurent Gounel. Et j'ai adoré son livre que j'ai oublié. C'est L'homme qui voulait être heureux, un truc comme ça, non? C'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça le titre. Je sais jamais. Ouais, c'est ça. J'hésitais avec le deuxième, mais non, c'est celui-ci. Et donc, ce que j'ai trouvé génial, c'est que il y a une fiction, petite histoire, tout ça, et il y a surtout beaucoup d'apports intellectuels, de renseignements, d'enseignements et d'informations qui nous aident, nous, dans notre vie quotidienne. Moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses dans l'éducation des enfants, enfin voilà, et je le relis régulièrement. Je crois que c'est l'un des seuls livres que je lis et je relis régulièrement, parce que chaque fois, j'y pioche des choses différentes. Et je me suis dit, quand j'ai voulu écrire, tiens, moi aussi, je veux faire ça. Je veux écrire une fiction, mais je veux aussi que chacun puisse piocher ce qui l'intéresse, qui résonne par rapport à sa vie actuelle, qu'il puisse dire, mais oui, c'est vrai, tiens, moi aussi, je vais faire ça, voilà, avoir un passage à l'action. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, j'aime bien prendre des personnes, des monsieur, madame, tout le monde, pour qu'on puisse s'identifier. Parce que si je prends, par exemple, un champion olympique de natation, moi, j'aurais un peu de mal à me reconnaître dans ce personnage. Encore que, ça reste un homme, une femme qui est plus problématique que nous. Mais ce que je veux dire, voilà, j'aime ancrer ça dans la réalité, ma réalité. Parfois, je me sers de choses
d'anecdotes de mon quotidien, de personnages qui m'entourent. J'aime bien piquer, piocher des choses comme ça, une intonation de voix chez quelqu'un, une petite histoire de vie chez l'autre, etc. Je pioche. Et voilà, c'est pour ça. Et je me dis, voilà, les lecteurs vont sans doute plus s'identifier à mes personnages et donc se dire que eux aussi, ils peuvent faire des choses, ils peuvent changer leur vie, ils peuvent prendre des décisions. Voilà, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est de passage à l'action. Pour moi, c'est très important. Oui, le lecteur peut transposer ce que tu dis dans sa vie réelle, en fait, et dire, ah bah tiens, ce que le héros peut vivre, si j'essayais ça, moi, dans ma vie, voilà. C'est ça. Et ce que j'essaye de faire, c'est de ne donner aucune règle, aucun dogme. Je ne dis pas, voilà, vous voulez être heureux, c'est ça qu'il faut faire. Je n'en sais absolument rien. On est tous différents. Par contre, ce que je recommande, c'est d'expérimenter. Comme tu dis, on essaye, on voit si ça marche pas. Peut-être il y a des choses qui vont marcher mieux que d'autres, et tant mieux. Mais on n'aura jamais perdu du temps à essayer, même si ça ne marche pas, parce qu'on aura appris à se connaître un peu davantage aussi, chemin faisant, et on sera plus le même exactement qu'avant d'avoir essayé. Donc, essayons au maximum. On n'a pas grand-chose à perdre, le risque est quand même minime, et les avantages peuvent être très grands. C'est ça. Au pire, on passe juste un bon moment avec ton livre. C'est ça, au pire, oui, c'est ça. Les gens qui n'aiment pas le développement personnel, il reste toujours le côté fiction, le côté intrigue, parce que je mets un point d'honneur à ce que le côté fiction et intrigue soit prédominant et au moins équivalent avec le côté développement personnel, avec les enseignements. L'enseignement, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, les principes que j'aime développer. Voilà, donc au pire, comme tu dis, on passe un bon moment. Voilà. Bon, au-delà des romans, tu as écrit des guides pratiques. Donc, ça paraît très, très clair pour toi. Tu veux aller au-delà de juste la simple fiction et d'apporter des vraies clés. C'est pas que dans tes romans, il n'y a pas de vraies clés, mais voilà, aller plus loin que dans les romans. C'est ça. Dans mes romans de développement personnel, parce que j'ai des romans logotypés, on va dire, développement personnel, c'est-à-dire qu'il y a des techniques, il y a un petit cahier pratique à la fin. Et j'ai des romans qui sont plus des romans classiques, empreints de résilience et des thèmes qui m'inspirent, mais qui ne sont pas développement personnel. Donc chacun y pioche ce qu'il a envie de faire. Mais dans mes romans développement personnel, romans d'épée, comme on dit dans le jargon, dans mes romans d'épée, il y a un petit cahier donc pratique à la fin. Et donc il y a quelques exercices comme ça qui sont en lien avec la thématique du livre. Et j'ai bien aimé faire ces petits cahiers-là. M'inspirer de ce qu'il y avait dans la fiction pour créer les exercices que l'héroïne vit justement dans le parcours et dire, bah tiens, et vous, si vous essayez ça maintenant. Et ça m'a tellement plu que j'ai voulu carrément consacrer des ouvrages spécifiques sur ces thèmes-là. Donc le premier qui s'appelle « Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves », qui est paru chez Erol 2019, je dirais. Donc voilà, donc là on a un rêve, comment on fait pour le réaliser, comment on fait pour dépasser nos croyances limitantes et nos peurs et comment on passe à l'action. Et le deuxième qui vient de sortir, qui s'appelle 50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives, toujours chez Erol. Et donc là, voilà, on parle de la gestion des émotions, on parle de soi, on parle de vraies choses du quotidien. Moi, je donne des astuces que j'ai expérimentées. Vraiment, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Je suis coach, mais je ne suis pas forcément psy, même si ça me passionne. Donc voilà, moi, je donne des clés qui ont marché pour moi et qui marchent auprès des personnes que j'accompagne. Et donc, c'est pour ça que je me permets de dire, voilà, essayez. Oui, puis en plus, dans ton premier guide, ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que tu as une vision qui se veut très large. Et comme tu disais tout à l'heure, t'as pas de méthode parce que tout le monde est différent, il faut essayer. Et dans ce guide-là, ce que j'ai aimé, c'est que tu as fait intervenir des témoignages de diverses personnes sur des thématiques différentes, sur des histoires de vie différentes aussi. Ouais, je t'écoute, je voulais juste te montrer. Oui, tu es en train de me dire qu'est-ce qui se passe là? Tu reçois quelqu'un? Non, je voulais montrer à l'écran parce que, hop. Ouais, montre-le. Ouais. C'est celui-ci. Et effectivement, il y a des témoignages dedans. Il y a même des petites cartes comme ça, on ne voit pas bien, des petites cartes qui sont détachables, des cartes défis. Il y a même des méditations guidées qui sont très jolies. Faites par Lily, notamment. Donc voilà, et c'est ça que j'ai voulu ramener ça dans le concret, en disant voilà, moi c'est ma méthode. Comment celles qui ont réalisé leur vie, qui ont changé de vie,
ont fait, comment elles ont dépassé leur peur, qu'est-ce qu'elles ont éprouvé à ce moment-là. Ça n'a été facile pour personne. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Quand on voit le résultat final, quand on dit ah oui, tu vois, elle a changé de vie, il y a des gens qui me disent ah mais toi c'est facile, toi ça y est maintenant, tu as changé de vie, tu es devenu écrivain, c'est facile. Ça n'a pas été facile et ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Il y a des choses géniales et je ne regrette absolument pas mes choix. Mais comme dans toute vie, il y a des choses que j'aime plus ou moins bien, genre la compta, les impôts, tout ça, non, ça c'est chiant. Pardon pour ma grossièreté. Mais voilà, donc non, rien n'est idéal et rien n'est facile. Mais quand on regarde juste le premier pas à faire, celui-là, il est à peu près facile. Donc, en regardant juste la première marche, et après, voilà, gravissons les suivantes, restons dans l'instant présent et pas dans la projection d'un futur hypothétique qui nous fait peur. C'est ça. Selon toi, les bienfaits de la lecture sur le bien-être, et même au-delà, les bienfaits de l'écriture, parce qu'on dit quand même que c'est assez thérapeutique. Est-ce que ça l'est pour toi? Alors, la lecture, c'est thérapeutique, c'est un peu comme une méditation pour moi, parce que quand on lit, on est dans un état sophroliminal où on ne voit pas le temps passer. On est complètement absorbé, donc notre stress diminue automatiquement, notre tension diminue automatiquement. Donc, ne serait-ce que pour ça, que pour cet instant où on lâche prise, où on s'abandonne, où on se détend, voilà, ne serait-ce que pour ça, c'est thérapeutique et ça fait du bien. Après, ça nous permet aussi de nous projeter dans d'autres univers, d'apprendre des choses, pourquoi pas. Donc, il n'y a que des bienfaits pour moi à la lecture et puis de découvrir de nouveaux modes de pensée, de nouvelles façons de vivre, d'apprendre du vocabulaire. Bon, ça, c'est... voilà, enfin, moi, j'aime bien ça. Donc, oui, la lecture est thérapeutique, absolument. Quelle que soit la lecture, on dit que il n'y a pas de non-lecteurs, il n'y a que des lecteurs qui n'ont pas trouvé la lecture qui leur convient. C'est joli. Voilà. Ça très vrai en plus. C'est ça, une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, voilà, à partir du moment où on sait lire. Et pour répondre à ta deuxième question, l'écriture, alors l'écriture thérapeutique, ça c'est mon grand cheval de bataille. Je suis persuadée que... Alors, ce n'est pas de moi, ça, mais tout commence par le verbe. Peut-être dans la Bible, ça. En toute simplicité. Je vais citer la Bible. Mais voilà, tout commence par un mot, n'importe quel projet commence par un mot. Et si ça reste juste dans ma tête, c'est bien gentil, mais je ne vais pas aller bien loin. Donc, pour moi, il faut commencer à écrire les choses, à faire des projets, des plans, des plannings, des choses comme ça. Il faut commencer par écrire. Donc, l'écriture est thérapeutique parce que voilà, elle nous permet de passer à l'action, de passer de là à là, à la main, et donc au mouvement, et donc à l'action. Elle nous permet aussi énormément, j'insiste, à gérer nos émotions. Elle nous permet de vider les poubelles, c'est-à-dire de vider tout ce embrouillamini cérébral et qu'on a et que nourrit notre ego et notre mental. Et qui tourne en boucle et qui continue à tourner comme l'hamster dans sa cage, et ça tourne et on n'en fait rien et ça continue à tourner et à provoquer en nous des crispations, des maladies, des bobos, des machins comme ça. Et donc le fait de vider ça, là, toutes ces poubelles, parce que faut bien savoir que généralement ce n'est pas des pensées positives, sinon on s'en plaindrait pas. Donc toutes ces poubelles là, il faut les jeter de temps en temps. Et donc le moyen que j'ai trouvé moi, c'est de les écrire. De lâcher tout sans aucune règle, on s'en fout de l'orthographe, on s'en fout de la syntaxe, on s'en fout de tout. On jette tout, on écrit comme une écriture automatique. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Ça va être dans le sport qu'elles vont vider les poubelles. D'autres, ça va être dans le chant, dans le côté artistique, dans quelle que soit la stratégie. À vous de trouver la vôtre, celle qui vous convient le mieux. Et tester, là aussi, tester ce qui marche pas. Mais ne restez pas avec ça. Et puis en plus, l'autre intérêt, c'est que une fois qu'on relit ce qu'on a écrit, on prend du recul, de fait, et on se dit mais oui, en fait ça, non, c'est pas tellement important finalement. Ça, tiens, j'ai telle solution. Ça, j'ai appelé quelqu'un. Et donc on prend du recul et tout de suite, ce n'est plus aussi gros et lourd surtout, voilà, que ce qu'on pensait. On trouve des solutions et puis après on se sent vidé. Et on a de la place pour mettre des choses jolies à l'intérieur du vide qu'on a créé.
Et voilà, donc c'est thérapeutique pour ça aussi. On peut préciser que l'écriture dont tu parles, ça peut être évidemment pour écrire un roman ou un guide, mais ça peut être juste écrire une lettre, écrire ses pensées. On n'est pas obligé d'être écrivain pour avoir cet exercice, voilà, de. Ah non, mais carrément pas. À partir du moment où vous savez écrire, même si vous ne savez pas bien écrire selon vous, c'est pas ça la question. Hein. À partir du moment où vous savez mettre des lettres les unes à côté des autres et ça forme un mot, voilà, on part de là. Hein. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais ajouter, c'était que pour moi, l'écriture, elle servait à transformer. Donc, elle sert à vider, mais aussi à transformer nos émotions. Il y a un exercice que je cite à chaque fois, mais que j'adore, qui s'appelle la lettre venin. Quand on a une colère ou une rancœur contre quelqu'un, on lâche tout, comme je vous l'ai dit, on lâche, on lâche, on lâche. On peut même être vulgaire, là, pour le coup, hein, on s'exprime à fond. Et puis après, on va faire un tour, on revient, et là, on trouve 10 raisons de dire merci à cet événement, cette personne qui nous a fait du mal. Et là, ça transforme l'émotion. Et là, tout d'un coup, on n'est plus dans la colère, on est dans la gratitude, et on transforme ça. On voit ce que ça nous a apporté concrètement, cet événement, et on n'est plus la même après, ou le même. Donc, testez, vous me direz si ça marche pour vous. Super, merci. Dans ton dernier roman, Du chaos naissent les étoiles. Oui. Si tu veux montrer la couverture, je t'en prie. Alors, attention, Du chaos naissent les étoiles, il est là. Voilà. Tu abordes les notions de deuil, de résilience, de dépassement de soi. Pourquoi ces thèmes sont importants pour toi? Comment ça résonne en toi, ces thèmes-là? Alors, tout ce qui touche à la mort m'a longtemps, je vais dire traumatisé, c'est pas le mot, épouvanté. Bien sûr, quand il s'agit de la mort de mes proches, etc. Ou, voilà. Et puis, il y a un côté, une vertu positive en tout cas à tout ça, c'est que ça nous fait prendre conscience de la durée, que notre durée de vie est limitée. Et donc, qu'on devait en profiter à fond. Voilà, demain, on peut ne plus être là. Donc, si juste avant de fermer les yeux, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, je me suis éclatée, j'ai aimé, voilà, tout va bien, j'ai pas de regrets. Donc, cette notion de deuil, en fait, c'est un hymne à la vie. Et dans mon roman, c'est le cas. C'est comment on peut magnifier notre vie suffisamment, comment on peut en jouir et en profiter et la savourer à fond, comment mettre nos peurs, nos freins, nos limites de côté et juste être nous-mêmes et juste s'éclater à faire ce qu'on a envie de faire. Quoi. Donc ça, c'est pour le deuil. La résilience, ça me passionne. Ça me passionne tous ces gens qui vivent des choses absolument épouvantables et qui s'en relèvent. Et j'ai cet exemple de personnes qui ont eu un accident, qui deviennent handicapées et qui, quelques années plus tard, deviennent champions olympiques. Alors là, moi, je suis... Oui, dans Le bonheur est un papillon, déjà, c'était très présent comme thème, je m'en souviens très bien. C'est vrai, et voilà, c'est vrai, tu as raison. Une personne qui perd une jambe et qui fait le marathon de New York à la fin, elle n'est pas championne olympique, mais elle finit le marathon de New York, donc rien que ça. Et voilà, parce que moi, ou cette personne, j'ai oublié son nom, peut-être vous me le direz en commentaire, il est connu, qui a été électrocuté, il a perdu ses bras et ses jambes, et il a traversé la Manche à la nage. Enfin, moi, j'ai mes bras et mes jambes, mais jamais je traversais la Manche à la nage. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, on se dit, si ces personnes-là, voilà, si ces personnes-là sont capables de le faire, comment nous, avec toutes nos facultés, nos bras, nos jambes, etc., pourquoi nous, on ne le fait pas? Donc, voilà, c'est ça qui m'inspire vraiment dans ce thème-là de la résilience. Et le dernier, c'est le dépassement de soi. Bah, ça va de pair. Voilà, pourquoi nous, on ne serait pas capable de faire des choses de dingue parce que les personnes qui, selon nous, font ces choses de dingue, quel que soit le domaine, hein, elles ont eu les mêmes peurs que nous au début, la même peur de ne pas y arriver. Elles sont pas nées super-héros. Hein, elles ont, comme je l'ai mis dans les témoignages du livre, elles ont eu les mêmes doutes que nous et elles l'ont fait quand même. Donc pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Qu'est-ce qu'on doit juste débloquer pour y arriver? Oui, elles ont eu certainement un choc qui a amené une révélation que la vie est courte et qu'on peut y aller. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte que nous, à notre niveau, on a aussi des chocs
Ils sont pas physiques, on n'a pas perdu de jambes ou ce genre de choses, mais on en a des chocs. Mmh. Et on réalise à chaque fois que nous aussi, la vie est courte et mince, pourquoi j'y suis pas allée là, je passe à côté d'un truc. Et on le sait très bien. On le sait très bien. C'est ça. Alors, C'est ça. Donc, combien de chocs il faut pour qu'on y aille, quoi. c'est ça. Donc, n'attendons pas d'avoir un choc de dingue pour y aller. Allons-y, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, une marche après l'autre. C'est ça. Bien, parlons des émotions. Oui. Je sais que tu es une personne qui a une très forte empathie. Ouais. Je prends le prochain. Tu dis de toi avoir le syndrome d'Amélie Poulain. Tu peux nous expliquer ça? Alors Amélie Poulain, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un film qui est plutôt jeune. Mais Amélie, elle, ce qu'elle aimait beaucoup, c'est agir en petite fée, en loose dé comme ça, et apporter du bonheur dans la vie des gens. Et je trouve ça génial. Sans que personne ne le sache, elle fait ça. Alors je le fais à ma façon. Je n'envoie pas un nain de jardin à l'autre bout de la planète. C'est ce que j'allais dire avec la carte postale. Hein. Heureusement, merci. mais peut-être j'y ai pensé. Mais en voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est juste, enfin, je pense à un réflexe chez moi en tout cas, j'essaye. Je dis pas que j'y arrive à chaque fois, hein, loin de là. Mais voilà, un sourire, une blagounette, voilà, je me dis ça détend l'atmosphère, ça apporte un peu de joie. Si je peux aider quelqu'un, rendre service, si je peux apporter un petit truc dans sa vie, un petit plus, une petite étincelle, un petit moment juste de sourire. Et bien voilà, moi ça me remplit, j'espère ça fait plaisir aux autres et c'est ce que j'aime faire. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, peut-être que ça l'est, j'en sais rien, mais j'aime bien. Je pense pas que ça soit prétentieux parce que je pense que l'être humain a ce besoin vital aussi d'être vers l'autre, d'aider, de contribuer à quelque chose parce que ça contribue à ton propre bonheur. C'est ça. Donc c'est pas. C'est un cercle vertueux selon moi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, en plus d'être auteur, tu es coach. Quelle est la principale demande des personnes que tu coaches? Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis coach Ikigai, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour l'Ikigai, c'est-à-dire qu'elles sont ou dans une période sans emploi ou dans un emploi qui ne leur convient plus, qui ne correspond plus à leurs valeurs, et qui viennent me voir en me disant, voilà, je sais que ça ne va pas, mais je ne sais pas où aller, puis j'ai peur, et il y a ça qui m'intéresse, un domaine qui m'intéresse, mais je ne sais pas quoi précisément. Donc, est-ce qu'on peut travailler ensemble sur l'ikigai pour que je trouve ça? Donc, l'ikigai, très rapidement, ça explore 4 domaines de notre vie. Tout ce que j'aime au sens très large, tout ce que je sais faire, toutes mes ressources, pas forcément mes ressources, pas forcément mes compétences scolaires et professionnelles, mais tout ce que je sais faire. Par exemple, je sais faire de très bons gâteaux, sache-le. Et moins bon que les tiens, parce que tu es encore plus pro que moi. Je voulais dire, moi aussi, j'aime bien faire les gâteaux. Non, mais toi, ça, c'est un autre niveau. Mais moi, j'aime bien faire des gâteaux familiaux. Toi, c'est un peu high level. Voilà. Et c'est une compétence. Et là aussi, c'est important de dire, je ne suis pas la meilleure du monde et on s'en fout. C'est pas ça dont il s'agit. C'est juste, voilà, je sais faire ça. Et puis, le troisième cercle qui est important, c'est tout ce que je peux apporter aux autres et mes valeurs. Et ça, c'est super important d'être, en ce moment, d'autant plus connecté à nos valeurs. Et le quatrième cercle, c'est l'activité que je peux faire, pour laquelle je peux être payée ou pas. Ça peut être de l'associatif, de l'humanitaire, et ça me remplit de joie, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, quand on étudie tout ça, au centre, on étudie la jonction de ces 4 cercles-là, et on trouve son ikigai, ce qui donne du sens à notre vie. Donc ça, c'est pour l'ikigai. Donc j'ai pas mal de personnes qui me suivent, enfin que j'accompagne dans cette démarche-là, et en coaching professionnel. Donc là, on va plus loin dans la connaissance de soi, on va plus loin dans les croyances limitantes, dans les peurs, dans le passage à l'action. Et là, j'accompagne essentiellement des personnes qui ont un manque de confiance ou d'estime d'elles-mêmes, des personnes qui veulent parfois évoluer sur un autre poste et qui ne se sentent pas légitimes, qui ont le syndrome de l'imposteur pour beaucoup. J'accompagne pas mal de personnes qui sont hypersensibles aussi, et qui souffrent de ne pas se sentir acceptées dans la société, qui aimerait bien être juste elle-même, mais apparemment, elles ne se sentent pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En majorité, c'est ça. Ce sont ces personnes-là qui veulent un petit coup de pouce pour se sortir d'une situation désagréable. D'accord, ok.
On peut préciser aussi que tu peux accompagner des gens qui ont, tu vois, pour l'ikigai, ils savent quel est leur domaine, ils savent où ils sont bons, pour pas me citer puisque tu m'as accompagnée. Voilà, ou voilà, je sais ce qui m'anime, mais j'avais besoin de recentrer les choses, j'avais besoin de canaliser les choses et de trouver le point commun entre tout ce que je faisais, donc qui me faisait vibrer. Et donc, en ça a été super important et hyper intéressant aussi parce que j'ai appris beaucoup. Donc ça aussi, on peut le préciser, tu vois, il y a des demandes peut-être un peu parfois atypiques où il n'y a pas à découvrir, mais il y a à voilà, recentrer les choses. Mais recentrer, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et ce qui est assez rigolo, c'est que parfois entre la demande initiale et la révélation finale, il y a beaucoup d'évolution. Il y a des personnes qui me disent alors, je vais quitter ma boîte, je vais créer un nouveau truc, voilà, faut que tu m'accompagnes. Ok, moi je pars de là. Et à la fin, c'est non, finalement, je vais rester dans ma boîte, mais à côté, je vais demander un temps partiel pour faire autre chose. Et j'ai compris que ce qui me manquait dans ma vie, c'était pas le travail de mes rêves, c'était l'amour. Il faut que je trouve un compagnon, je suis seule. Je pensais que ça allait, mais en fait, ça va pas. Donc, ça révèle des tas de choses sur soi. Ouais. Et, entre la demande consciente de départ et le résultat final. Ouais. Et j'accompagne des personnes ou en présentiel ou par Zoom, donc dans toute la France. Et donc, c'est génial parce que je vois l'évolution de séance en séance et je vois voilà, où ça coince. Et je les amène à aller plus loin que ce qu'elles pourraient faire parce que là, j'écris un livre, un prochain guide pratique sur l'ikigai qui sortira en février. Donc, je donne tout ce que je sais, tout ce que je partage. Voilà, vraiment, je donne tout. Donc, pour que les gens puissent vraiment le faire d'eux-mêmes. Après, l'intérêt d'un coach, c'est que je vais entendre dans le verbal et non-verbal ce qui coince, la croyance limitante qui est cachée derrière, le frein, le blocage, la peur. Et là, je vais un peu creuser. Alors que parfois, quand nos propres peurs, on ne veut pas les voir, on ne va pas creuser. Donc, quand on est toute seule face à soi. Donc voilà, c'est juste ça l'intérêt. D'accord. On parle souvent d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Est-ce que, selon toi, on doit tout gérer ou est-ce qu'il faut les réprimer, les mettre en sourdine? En quelques mots, ça se passe comment, ça, les émotions? Alors, les émotions, moi, je les considère un peu comme un petit enfant capricieux, un petit enfant qui crie, tu sais, celui qui tire sur la jupe et qui dit « Maman, j'ai faim, maman !» Oui, je vois bien. Tu vois bien, tu as cet exemple en tête. Et ce petit enfant, tant que tu ne lui répondras pas, il va continuer à crier et à crier de plus en plus fort. Et à un bout d'un moment, il va aller faire « Oh, maman !» Bon, il n'est pas censé taper, mais imaginons. Et les émotions, c'est pareil. Si on ne les écoute pas, si on ne leur prête pas attention, elles vont se manifester de manière plus forte et elles vont taper, c'est-à-dire qu'elles vont provoquer en nous des crispations, des contractures musculaires, des douleurs dans le ventre, des maladies. On sait qu'on peut provoquer des maladies comme ça. Et je l'ai expérimenté. Et donc, je sais de quoi je parle. Et donc, les émotions, non, il faut les écouter. Il faut se mettre sur pause de temps en temps dans la journée. Et voilà, alors que tout va bien, ok, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans mon corps, dans mon cœur surtout? Dans mon corps, c'est bien parce que je peux sentir une contracture, une espèce de sentiment de tristesse, voilà, ou une maux de tête, etc. Donc le corps me donne une indication et me dit ah oui, effectivement, il y a ça. Pourquoi j'ai ça? Effectivement, l'émotion derrière, c'est celle-ci. Donc c'est bien d'avoir ces moments-là dans la journée et quand tout va bien et quand tout va mal aussi, c'est-à-dire que quand on commence vraiment à avoir des maladies chroniques ou à avoir des choses comme ça récurrentes, des petits bobos, se dire ok, qu'est-ce que ça a à me dire ça et qu'est-ce que ça a à me dire et puis comment je peux l'écouter, comment je peux nourrir cette émotion-là. Donc oui, il faut les écouter. Moi, j'aime bien les écrire parce que je fonctionne comme ça. Donc, à vous de voir si ça, juste, vous pouvez vous interroger ou si vous avez besoin de les écrire. Et en les écoutant, tout d'un coup, ça dégonfle. En mettant un mot dessus, ça dégonfle. Quand je suis en colère contre quelqu'un, juste le fait d'en prendre conscience, j'ai descendu d'un cran. Ah oui, je suis en colère contre lui parce qu'il m'a dit ça. Et quand même, je me sentis pas respectée à ce moment-là. C'est voilà. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui expliquer que je ne me suis pas sentie respectée, comment on pourrait trouver un moyen de communiquer pour que je me sente respectée. Donc, on trouve des solutions en plus en faisant ça. Donc, pour répondre à ta question, oui, il faut les écouter et oui, il ne faut pas en avoir peur parce qu'on peut les contrôler.
Et c'est l'objet, justement, de ce livre qui est magnifique. Ce petit guide pratique. Avec ce guide pratique, on apprend à comprendre nos émotions et surtout à trouver l'antidote, parce qu'il y a des émotions positives qui sont tellement puissantes qu'elles nous aident à contrebalancer les émotions désagréables. Je ne parle pas d'émotions négatives, mais d'émotions désagréables, parce que les émotions ont toute une utilité. Donc elles sont juste désagréables. Elles ont quelque chose à nous dire, il faut les écouter et on peut agir dessus comme avec un joystick. On peut s'en servir de levier et ne pas se sentir, ne pas les subir. Voilà, c'est ça. Ok, je réponds juste à Isabelle qui a posé une question. Alors juste pour dire qu'à la fin, on répondra aux questions. Elle pose sur ton livre de l'Ikigai. D'accord. Voilà, on la garde pour la fin, Isabelle. Ok. Alors, on va changer de thème maintenant pour aborder un événement récent dans ta vie. Tu as fait un pèlerinage initié par Maud Ankawa, il me semble. C'était la première fois que tu faisais ça, que tu expérimentais ça? Oh oui. Oh oui. Je crois que la dernière fois que j'avais marché, j'avais fait une randonnée comme ça sur une journée. Là, c'est sur une journée. Je devais avoir 14 ans. Il y a longtemps, dis donc, il y a très très longtemps. Pas du tout. Il y a 10 ans, qu'est-ce que tu vas chercher là? Et puis de vivre en collectivité, ça devait être vers 11-12 ans que j'ai partagé des douches collectives, des toilettes. Donc oui, non, clairement, c'était une première, on va dire, de mon âge adulte. Et c'était un vrai défi. Défi au début sportif, physique. Au début, j'avais très peur de ne pas y arriver parce que je suis une intermittente du sport, c'est-à-dire que parfois je me dis ouais ça y est, je fais du sport, je vais courir, je vais faire tel truc et tout ça, puis bon je me lasse. Et donc voilà, je ne suis pas une vraie sportive. Et donc voilà, 130 bornes sur 6 jours. Voilà, je n'étais pas du tout sûre d'en être capable. J'avais très peur d'être le boulet du groupe, toujours à la ramasse, toujours derrière en disant on entend encore Marie-Lise. Bon. Tu vois ce genre de personne. Et puis après je me suis dit au pire je tente, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire on est en France. J'appelle un taxi, un train, je sais pas quoi, j'appelle mon mari à la rescousse ou je ne sais qui. Et voilà, je suis pas au fin fond du monde. Il y aura toujours des solutions. Bon, on va tenter, on verra bien. Et finalement, ça s'est fait, ça s'est très bien fait. J'ai tenu le coup et j'étais pas, il y avait pas de boulet dans le groupe et j'en faisais pas partie non plus. Et c'était une expérience exceptionnelle. On était 12 avec Maud, effectivement, 12 femmes. Peut-être qu'ils sont là parmi nous, je ne sais pas. Manifestez-vous les filles si vous êtes là, certainement dit qu'elles seraient là. Elle aime beaucoup intermittente du sport, Isabelle. Oui, c'est vrai. Donc voilà, 12 femmes différentes et 12 femmes merveilleuses. J'ai parlé l'autre fois à une fille, je dis voilà, on était 12 femmes. 12 femmes ensemble pendant une semaine, ça a été, genre, vous n'êtes pas tapé dessus. Et en fait, parce qu'il y avait vraiment un tel climat de bienveillance, de confiance, d'entraide, d'ouverture et d'authenticité, que ça a été hyper fluide tout du long. Et là, on a créé un groupe WhatsApp sur lequel on continue à échanger, à raconter plein de bêtises. Super. Donc, je sais plus ta question, c'est quoi? C'était une première? Oui, c'était une première. C'est une première. Mais en fait, tu as répondu à peu près 4-5 questions qui suivaient. Voilà. Donc, mon plan tombe à l'eau. Mais c'est vrai que c'était une expérience de dingue. Moi, je voulais me prouver que j'en étais capable. Et donc, si je suis capable de ça, de quoi ne suis-je pas capable? C'est un peu ça l'idée. Mais au-delà de ça, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris dans ce voyage-là, c'est que c'est bien. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, en énagramme, je suis une 3, je suis une battante. Et donc, j'aime bien faire des projets, initier des choses, mettre ensemble les gens, tac. Et je suis en mode un peu travaillomane. Voilà, je travaille beaucoup et je suis beaucoup dans la tête. Et là, ce que ça m'a rappelé, c'est que être dans le cœur, être dans l'authenticité, être juste dans le ressenti, et dans le lâcher prise. Alors là, j'aime pas trop alors, Martine me dirait, c'est le laisser venir. Martine qui est avec moi. C'est joli. Le laisser venir. Je pense que c'est tout à fait juste. Et voilà, juste accepter et être là et
Et s'écouter, tout à l'heure, c'est très juste ce que tu disais, si on s'écoutait un peu plus, on pourrait davantage écouter les autres. C'est très beau. Et c'est exactement ça. Donc, c'est ce que ça m'a rappelé, c'est ça, c'est arrête d'être tout le temps là. Parce que ça, c'est mon mode de fonctionnement instinctif. Et sois un peu plus là dans le cœur, lâche prise. Écoute-toi un petit peu et laisse du mou un peu de temps en temps, à pas ne rien faire, parce que ça, je sais pas faire. Mais en tout cas, à prendre le temps de t'écouter. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, tu as beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Tous les jours, tu nous partageais plein de petites images, et puis des moments de tendresse aussi, parce qu'on voit des câlins avec certaines, on voit des rires, on voit, même si effectivement vos visages semblent rouges ou fatigués ou en fait, non, mais moi j'ai adoré le côté, no filter, en fait. Et peut-être il aurait fallu. Je te cache pas que peut-être il aurait fallu, quand je revois les photos. Mais non, justement, parce que tu disais au départ, tu vois, avec tes romans, c'est aussi transmettre du vrai, du quotidien et de ce que vivent tous les gens. Moi, si je partais aussi, j'aurais peut-être une casquette horrible, j'aurais un legging, tu vois, qui me met pas du tout en valeur. Mais je trouve ça beau, en fait, d'arriver à partager ça. Je veux dire, c'est aussi un dépassement de soi. Tu as déjà le pèlerinage que tu as fait qui était un dépassement de soi, mais en plus, le fait de partager ça avec nous, d'être dans la transparence totale, tu vois. C'est Alors, je vous avoue qu'il y a des photos de moi que je n'ai pas publiées. Un petit peu de dignité malgré tout. Non, parce que c'est pas évident, parce que moi, je me présente comme ça sur les réseaux sociaux depuis longtemps maintenant. Et je vous avoue que je suis quand même mieux comme ça que sans rien. Les filles pourront témoigner, je ne sais pas. Mais voilà. Après, c'est sur les photos que je vois ça. C'est cette photo à un instant T où je me dis, oh là là, pas coiffée, pas maquillée, pas voilà, avec cette moche casquette. Ok, bon, c'est pas terrible. Mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Quand j'étais avec le groupe, je ne me pensais pas à la tête que je pouvais avoir, ou mes cheveux qui partaient en cacahuète et qui commençaient à friser dès qu'il y avait un peu d'humidité, c'était merveilleux. Oui, Martine qui dit la randonnée et l'élégance, un grand débat. Mon Dieu, oui. Mais voilà, après, c'est juste sur la photo où ça pouvait un peu piquer. Et sur le moment, on s'en fout. On était, nous, toutes dans le même état. Moi, chaque fois, il y en avait une qui disait, ah, j'ai oublié mon lisseur quand même et tout ça. Bon, et on a mis, parce qu'on s'en fichait à ce moment-là. Et on était juste dans l'authenticité, dans le cœur à cœur. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion qu'il y a des filles du groupe, je ne sais absolument pas quel métier elles font. Parce que souvent, on se présente par rapport à notre métier. Et là, c'était pas ça qui était important, c'était ce qu'elle vivait, ce qu'elle partageait, son expérience de vie et ce qu'elle voulait nous amener. Alors moi, les filles ont su, parce que Maud l'a dit, que j'étais écrivain, tout ça. J'avais pas forcément prévu d'en parler, c'était pas mon objectif. Après, il y en avait quelques-unes qui savaient, et Maud l'a dit. Mais on s'en fiche en fait. Et comme je disais à Muriel, à un moment donné, le métier que je peux faire n'a aucune importance. La personne que je cite, elle travaille dans une entreprise, elle gère des projets, c'est un truc que je sais absolument pas faire. Elle sait peut-être pas écrire des livres. Voilà, c'est pareil. On fait toutes des métiers différents, on a toutes des compétences différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux ou plus importante ou plus élitiste ou j'en sais rien que l'autre. C'est juste deux choses différentes. Ouais, tout à fait. Du coup, si tu devais partager avec nous 3 mots qui résumeraient ce voyage, ça serait quoi? 3? Ouais. Ouais, c'est moche 3. Allez, 5, si tu veux. 7, 8. Alors, le premier, en un seul mot, tout est possible. En un seul mot. Voilà. Le deuxième, ça serait authenticité. Et le dernier, j'hésite entre deux, donc il y en aura 4. Unicité et amour. Et amour, c'est l'amour au sens très, très universel et c'est là, en soi que ça rejoint l'unicité. L'unicité, c'est qu'on était juste reliés toutes les unes avec les autres. Et comme on peut l'être en dehors de ce groupe-là, de Compostelle, comme on l'est toutes les deux, comme on l'est avec d'autres, comme on l'est avec d'autres auteurs qui je viens d'échanger là. C'est juste, on est connectés les uns aux autres, tous sur la planète. Et parfois, on se met des barrières, on a des niveaux, des hiérarchies, des cloisons, on ne sait pas trop pourquoi. Et alors qu'on est tous unis et reliés les uns aux autres, il faut juste s'en rappeler. Et quand c'est comme ça, quand on est dans cette unicité-là, mais c'est merveilleux, quoi. Il y a plus de peur, il y a plus de crainte, il y a plus de jugement, il y a plus rien, il y a juste de l'amour pur. Ouais. Alors, je vais peut-être passer pour une perchée en disant ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
Mais ça se ressentait aussi à travers tes photos. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Bon. Dernière petite question. Ton top 3 feel good. Qu'est-ce que tu fais pour cultiver tes émotions positives? Alors, le truc le plus important, c'est que je souris ou je ris. C'est-à-dire que parfois, j'explique dans le guide notamment, quand on met un stylo à l'horizontale dans la bouche, on se force à sourire, ça tire nos zygomatiques et notre cerveau produit des endorphines, des hormones du bonheur, et donc ça génère véritablement en nous cet état de bien-être. Donc parfois, on a besoin de ça quand vraiment c'est tendu. Mais quand voilà, je me sens un peu stressée, un peu tendue, je vais regarder une vidéo d'une humoriste ou d'un humoriste que j'aime bien, ça va me faire marrer, ou je vais raconter des bêtises. Là, sur le groupe de Compostelle, on raconte beaucoup de bêtises entre nous. Je pense notamment à une personne qui va bientôt créer son one-man show, et je vous en dirai plus. Ah ouais, non, mais un truc de dingue. Elle sait de quoi je parle et tout le monde sait de quoi je parle sur le groupe en tout cas, donc voilà, sur ce groupe-là. Non, c'est pas. Et puis mais vous savez pas parce que pour l'instant, elle préfère réserver l'annonce et le teasing et voilà. Super, et ben on va regarder ça de près. Ah ouais, parce que vraiment, ça va être un truc de fou. Et donc voilà, être dans le rire comme ça, cette joie enfantine et ça, voilà, pour moi, c'est ça, c'est cultiver ça. Et d'ailleurs, ce groupe-là m'a rappelé que je devais le cultiver encore davantage parce que vraiment, ça fait trop de bien. C'était quoi la question? Ah, mais le top 3 feel good. Et il en fallait que 3. Donc, il y a ça, le rire ou le sourire. Le chant aussi. Quand je suis dans ma voiture où je chante à tue-tête, ou quand je suis dans la chorale ou voilà, là dans une chorale à laquelle on participe. Voilà, là je lâche mes émotions, je suis vraiment dans le bien-être. Et la troisième chose qui me fait du bien, c'est de me reconnecter à ceux que j'aime. Il y a des moments comme ça où je dois travailler sur mon roman, un passage un peu, je n'y arrive pas, etc. Ben, je vais voir mes enfants qui sont à côté et hop, je les chope, parce que bon, ils ne sont pas forcément friands de câlins. Donc je les chope, quelques bisous par-ci par-là, et voilà, ou des petits câlins. Et je me reconnecte à ça, à des moments très, très simples, très d'amour, de bien-être, et ça repart automatiquement. Super. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de ce live. Donc, il y avait une petite minute ou 2 ou 3 ou 5, j'en sais rien, pour voir les questions. Alors, je reprends depuis le début parce que j'ai peur d'avoir loupé quelques... C'est cool. Il y a eu pas mal de commentaires. Alors, il y a eu des spams. Hein. Il y a eu des trucs un peu bizarres au milieu, mais... Ah bon? Oui. Des trucs... bon, bref, on les lira pas. Alors, attends, du coup, on les passe. Bonjour. Tac. Voilà, Mélodie qui dit qu'elle a adoré Du chaos naissent les étoiles, qu'elle a adoré et pleuré. Elle le conseille. Je suis en train de lire le spam, ça me fait marrer. Oui, voilà, c'est ça. On va supprimer, monsieur. Voilà. Donc, Isabelle qui pose cette question-là. Il y a beaucoup de livres sur l'ikigai. En quoi le tien est différent? Alors, je n'ai pas fait de benchmark et je me suis interdite de le faire, c'est-à-dire d'études des autres livres sur l'ikigai parce que voilà, je ne voulais pas ni copier, ni m'inspirer, ni rien. Ce que je peux te dire, Isabelle, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai consacré une partie, alors peut-être que les autres le font, hein, mais j'ai consacré une partie préliminaire, on va dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans le premier cercle, qui est pour moi très importante sur la connaissance de soi, sur la levée des boucliers constitués par la peur et par notre super critique, j'appelais ça monsieur super critique, tu sais, ou madame super critique, cette petite voix qui est dans notre tête et qui dit oui, mais de toute manière, t'es pas capable, et puis de toute manière, ça c'est nul, l'ikigai, et puis de toute manière, nanana. Tu connais le toute manière, voilà. Donc, voilà, je consacrais vraiment un moment important à ça, cette phase préparatoire, à se mettre dans un état d'esprit qui nous permet de rentrer dans l'ikigai, qui nous permet de lever un peu tous les freins, qui nous permet aussi de comprendre la progression du truc et de se dire, voilà, là, je suis en train
d'envisager un changement. Donc mon ego, je sais, il va se dresser parce que notre ego, notre mental, il n'aime pas les changements, ça le stresse, il est là pour nous protéger censément. Et donc il va nous faire croire que tout ça, c'est pas bien, que voilà, on est très bien comme ça, finalement, on n'a pas besoin de changer. Donc je prépare beaucoup le lecteur dans cette phase-là. Et ensuite, on rentre dans l'ikigai. Ce que je propose aussi, c'est qu'il y a une boîte à outils. Je propose des petits rituels, des mantras à la fin de chaque cercle pour ancrer les choses. Donc, il y a une technique d'ancrage également. Qu'est-ce que je propose d'autre? Et à la fin, il y a toute une partie sur le passage à l'action. Parce que, ok, on a écrit les mots de l'ikigai, ça c'est la finalité. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien joli d'avoir 3 mots, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Quelle première marche je gravis pour atteindre mon objectif? Et donc voilà, j'accompagne les personnes jusqu'au bout, autant que je puisse le faire en tout cas sur le passage à l'action et pour pas juste que ça reste lettre morte. Super, merci. Alors ensuite, on a je retourne à la fin. Hop, Daninou qui demande comment on peut être coaché par toi. Eh bien, il suffit de m'envoyer un petit message et voilà, après on en discute par téléphone. Donc sur mon site réécritetavie.com, il y a tout en haut, il y a une petite fenêtre sur laquelle on peut cliquer. Un petit bouton plutôt, discutons-en ensemble. Et là, on peut prendre rendez-vous en fonction de mon planning et du vôtre. Et voir, voilà, que déjà, si ça marche, si votre problématique est une problématique de coaching ou pas. Parfois, ça n'est pas le cas. Et voilà. Voilà, on discute de tout ça très librement. Je vous explique comment ça fonctionne. Et après, je vous fais une proposition. Vous réfléchissez à ça. Vous revenez vers moi. Et après, on cale nos rendez-vous et on travaille sur Zoom, à moins que vous soyez dans la région. Et là, on peut travailler en présentiel. Mais voilà. Dans la région, dans le Var, précis. Oui, dans la région. La région toulonnaise, même parce que je vais peut-être pas aller jusqu'à Brioude. Mais voilà, après, c'est tout simple. Et ce qui est important, c'est comme de choisir un psy. Hein. Je me compare pas à un psy, mais un coach, c'est pareil. Un coach, il faut vraiment sentir que ça match, qu'on a un peu la même énergie, en tout cas que j'ai l'énergie qui peut correspondre au coaché. Et c'est super important parce que voilà, c'est une rencontre aussi. Il y a une confiance qui doit s'instaurer. Donc, Danino, on peut en discuter avec plaisir, quand vous voulez. Ok. Et ensuite, Isabelle qui demande si tu viens bientôt à Paris. Eh bien, grande question, Isabelle. C'était prévu, enfin c'est prévu, jusqu'à preuve du contraire. Je suis censée intervenir au Salon Zen de Paris le 30 septembre, une conférence sur la gestion des émotions et comment rester positif même quand ça va mal. Donc voilà, ça c'est calé. Est-ce que ça sera maintenu? Dieu seul le sait. Donc voilà. Ça, je suis censée venir aussi au mois de décembre, voilà, chez Erol. On ne sait pas. J'aimerais. Comme tu sais, Isabelle, j'adore venir à Paris. Mais c'est compliqué. Et donc voilà, une petite. Alors voilà, je parlais d'une humoriste. Voilà, c'est elle. Donc c'est elle, très bien, on va la suivre, suivre. J'arrête le nom, bon, vous avez compris. Et oui. non, non, c'est très aimable à toi. Mais c'est faux. J'ai brûlé la casquette. Mais on les a pas vus, tu n'avais pas de casquette sur tes photos aussi? Eh bien, à ton avis, pourquoi? Voilà, d'accord, ok. Bon, je veux voir ça en privé. Faut payer cher. et les filles, attention, hein, on ne spoile pas. Oui, parce que si quelqu'un d'autre a pris des photos, ça peut encore. C'est possible. Ah, alors une autre question d'Élodie. Est-ce que tu as envie de poursuivre Compostelle? Écoute, je l'envisage sérieusement. Il est possible qu'avec Maud ou avec d'autres, on fasse la suite du chemin, donc pour les connaisseurs, de Nasbinal à Conques. Et franchement, je l'envisage maintenant que je me dis que j'en suis capable. C'est possible et tu vois, même depuis que je suis rentrée, bon là, comme tu sais, il fait chaud chez nous. Surtout là, il paraît qu'on est en canicule. Donc là, marcher autour de chez moi, là, en ce moment, pas vraiment, mais j'ai envie et je ressens ce besoin de reprendre la marche. Mon père m'avait prêté ses bâtons de marche pour tout te dire et j'ai décidé de les garder, bon, avec son accord, pour vous refaire d'autres randonnées dans le coin. Je vais peut-être m'acheter un bouquin de randonnée, je vais être une déglingo maintenant. Mais je vais m'acheter une jolie casquette. Et voilà. C'est important.
Voilà, comme ça, si vous me Ah, croisez sur les chemins, ça sera moins bon. choquant. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Tu vois, Chantal, là, elle me plaît. Ah bah tu m'étonnes. Je pense- Ah voilà. non, On non, va, Chantal, on va parler, Chantal, on va parler en privé. Voilà. c'est moche, c'est moche. J'aurais jamais dû dire que je faisais ce live. Non, t'aurais pas dû. Surtout que derrière, il y a Isabelle qui dit qu'on les veut, les photos, tu vois. Ouais, non, mais il faut Je, payer cher, je- les je gars. confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, elles ne me reconnaissent pas, les filles qui étaient avec moi, elles se disent, mais qui est cette fille, Mais tu oui, vois, c'est parce que ça. je ne ressemble pas du tout à celle qui était sur le chemin. Mais non, Comme... apprêtée, maquillée, Bah, oui. luxuriée. Non, je me suis levée ce matin, pareil. Voilà. Alors, je regarde aussi les... Regarde. Eh ouais, non, j'ai pas les yeux Eh, bleus turquoise, t'es mignonne. elle était turquoise. On avance dans les Elle infos. était à peu près cette couleur. Voilà. Voilà. Non, je me suis dit, ouais, je m'en fous du look. Je prends la seule casquette à peu près de sport que j'ai, tu sais, aérée, tout ça, au cas où, tu vois, parce que je suis une déglingo du sport maintenant. Et une fois sur ma tête, je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Ah, allez, un mot pour la fin. Merci, Catherine. Oh, t'es mignonne, Catherine, merci. Tu vois, elles sont toutes gentilles, elles sont toutes géniales, les filles sur le chemin, elles étaient... Voilà. Bah oui, j'ai l'impression. Ouais. Mais ça m'a vraiment donné envie de le faire aussi, tu vois. Je suis, comme tu disais, intermittente du sport aussi. Voilà, beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, j'avais vu un de tes messages, tu m'as dit, moi, ça me tente pas du tout, c'est sympa ton truc, mais ça me tente pas du tout. Et finalement, je t'ai donné mais ça envie. m'a jamais tenté. En fait, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup marcher dans la nature, mais comme je suis peu endurante, voilà, c'est pas un truc qui va m'interpeller tout de suite. Mais en voyant alors déjà les photos, je me suis dit, ouais, c'est quand même des trucs à voir. J'adorerais être immergée comme ça dans les forêts et tout. Et je me suis dit, c'est relativement plat. Alors, as-tu fait exprès de prendre des photos où tout était toujours plat? Je me suis dit, c'est bon, ça me fait. Je m'arrêtais pas plus que ça pour prendre des photos. J'étais un peu au bout de ma life et voilà. Donc non, il y a les 3 premiers jours, ça monte un peu, ça descend un peu, mais c'est faisable. Si tu vas à ton rythme, tu le fais quoi. Si tu mets 1 heure pour faire une montée, alors que d'autres vont la courir en 10 minutes, on s'en fiche absolument. Donc oui, c'est faisable. Franchement, t'en es capable. Tu sais, j'ai moche. Et salut à Lilou. Bonne journée aussi. À un moment donné, j'ai demandé à Maud, j'ai dit, parce qu'on se connaît, on est amis par ailleurs, et je lui dis, ça t'a pas fait peur à un moment donné que je m'inscrive à ça, parce que tu sais que je suis pas une grande sportive. Et elle me dit non, mais je sais ce que tu as dans la tête, et je savais que tu irais au bout. Et ça m'a vraiment touché ça. Et toi, c'est pareil. Je sais ce que tu as dans la tête, donc si tu veux le faire, tu iras au bout. Avec le temps qu'il faudra, peut-être, ou pas, parce que tu découvres vraiment des ressources que tu imaginais même pas, ça je t'assure. Oui, tu sais, j'avais fait un voyage aux États-Unis et j'ai expérimenté, tu vois, ce que tu racontais tout à l'heure, la résilience, et puis tu trouves des ressources inattendues chez toi. Mais vraiment, ça te met à mal, mais pourtant tu t'arrives à te dépasser, tu arrives à vivre des choses, et à la fin, tu es, pardon pour ce que je vais dire, mais putain de merde, je l'ai fait. Mais c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et tiens, je rebondis sur le commentaire d'Élodie, parce qu'Élodie est une lectrice et une fille absolument géniale, qui a ouvert un gîte sur le chemin qui s'appelle le gîte de Virlange ou de la Virlange, tu me corrigeras Élodie, et qui a eu l'extrême gentillesse de nous accueillir, parce qu'elle dit, ouais, si vous passez par là, je vous offre le café. Je dis, mais Élodie, on est 12 quand même. Ça tient toujours. Elle me dit, ouais, venez. Et on est venu, elle nous a offert absolument de manière adorable le thé, le café, tout ça. On a passé un petit moment. Alors, on avait une grosse journée ce jour-là, donc on n'a pas pu rester très longtemps. Puis en plus, le temps commençait à devenir menaçant. Ouais. Mais c'était génial. Et effectivement, on a fait une photo avec Élodie. Une photo que j'ai du mal à accepter parce que je suis pas dessus. Mais on s'en fout parce que ce que je vois là, c'est son sourire à elle, c'est son accueil et voilà, c'est juste un moment magique sur le chemin. Le gîte de la Virlange, voilà. Si vous voulez aller faire le chemin, arrêtez-vous absolument au gîte de la Virlange. Je crois qu'il y a 8-10 couchages, je sais plus. Et c'est mignon comme tout, c'est adorable dans un petit village, un petit hameau, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, allez-y parce que vraiment, c'était top. J'ai adoré. Super, mais ça donne envie vraiment. Ouais. J'y penserai. Il y a une question de Muriel.
Merci Muriel pour cette question. Alors, j'ai pas proposé de corer sur les power postures parce que c'est à ça que tu fais allusion, Muriel. Avec Maude, quand on a parlé de hier, on parlait de gestion des émotions et je leur ai parlé des power postures et donc on a mis la musique et on a fait les power postures. Donc, bon là, on va pas du tout parce que je cadrais trop près, mais donc il y a des postures qui permettent de générer des émotions positives. Et donc, on a toutes dansé sur la place hier là-dessus et c'était un moment extra parce que tout le monde a joué le jeu et je me suis éclatée. Non, il n'y avait pas de choré là-dessus. J'aurais pu proposer effectivement, mais on n'a pas forcément besoin. Il y a tellement d'émotions positives. Par contre, on avait une chanson un peu, comment on peut appeler ça, une chanson qui nous réunissait, qu'on chantait souvent. Oui, allez, chante. Non, tu t'emballes, Laure, tu t'emballes. Calme-toi. Il y avait ma philosophie, donc d'Amel Bent, c'est viser la lune, ça ne me fait pas peur. Donc c'était un petit clin d'œil à mon livre aussi. Et donc c'était la chanson qu'on adorait chanter tout ensemble, le soir et tout ça. Et les filles l'ont chantée dans les derniers mètres qui nous séparaient de Nasbinal, donc notre point d'arrivée. Et ouais, c'est top. Et donc ouais, là j'ai pas pu chanter avec elle, j'avais la gorge un peu serrée. Je savais que c'était les derniers mètres qu'on faisait ensemble. Les entendre chanter ça, tu vois, rien d'en parler, là je suis ouh. Et voilà, c'était notre chanson. Et décoré, on en a fait, mais sur d'autres choses qu'on gardera en off. J'ai des vidéos. Alors, si vous... Alors, écoutez-moi bien, les filles. Écoutez-moi bien. Attention. Si vous diffusez la vidéo avec la photo avec la casquette, je balance la vidéo où on chante et on danse. Est-ce que ça soit clair entre vous et moi? donc voilà, il n'y a pas eu il y a eu d'autres chorés, il y a eu d'autres chansons et voilà, c'était top. Hop. Ah, tiens, bonne idée, Isabelle. Si tu viens chez Babel, désolée parce que je pense qu'en fait, c'est même sûr, on a les commentaires en décalé. Donc du coup, je suis désolée quand vous postez des choses, je les vois pas tout de suite. Donc il y a Micheline encore qui donne un petit aperçu. C'est ça. Alors que nous avons fait 16 kilomètres, elle dit allez les filles plus que 9. Et parfois, au bout de 2-3 jours, je dis on a fait que 15 kilomètres. La fille blasée quoi. Au fait, une petite journée, on a fait 15 bornes parce que le plus c'était 26. Et c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais en fait, je suis absolument persuadée que si j'avais fait le chemin seul ou avec un autre groupe ou avec juste une personne, j'en aurais vachement plus bavé que ça. Honnêtement. Là, il y a une journée, je me rappelle, Micheline se rappellera, où on devait parler chacune avec chacune. On devait faire des échanges entre nous. On a fait, c'était une petite journée. On a fait, je crois, 17 bornes ou je sais pas quoi. Je n'ai rien vu passer de cette journée. J'ai marché. On est arrivé. Ah, on est arrivé. Ah bon, ok, on est arrivé. Mais c'était fou, quoi, parce que c'est le groupe qui nous a portés. Alors bien sûr, on faisait que papoter, donc ça passait plus vite. Mais le groupe m'a porté, en tout cas, et c'est lui qui est absolument certaine qui m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout. Je ne pense pas que j'y serais arrivée autrement. Vraiment. Je me rappelle de Chantal aussi. Chantal, c'était la locomotive. Bon, Chantal, elle fait à peu près 2,20 m. Elle est beaucoup plus grande que moi. Attends. Mais Chantal a des grandes jambes. Et donc, elle marchait souvent devant et je m'accrochais à elle et je dis, il ne faut pas que je la lâche, sinon je vais être... sinon je vais me noyer. Et donc voilà, je restais avec elle parce que voilà, marchait bien, puis on n'arrêtait pas de papoter toutes les deux. Donc voilà, c'est passé, voilà, le groupe aide vraiment à accomplir des miracles. C'est beau comme phrase, non? Oui, puis en plus, ce qui est chouette, c'est que vous partagez au-delà juste de votre randonnée, de votre voyage. Tu as dit que vous aviez créé un groupe WhatsApp et vous continuez à échanger. Je trouve ça super porteur, en fait, parce qu'on peut créer beaucoup de choses seul, mais ensemble, c'est cucu ce que je vais dire, mais on va vachement plus loin. Exactement, mais voilà. C'est ça, mais là, c'est la preuve, vraiment. Et c'est vraiment de la co-création pure, quoi. Donc, que ça soit pour vraiment quelque chose de professionnel ou personnel, en tout cas, on se dépasse et puis on se serre les coudes. Et comme tu dis, selon le groupe, selon l'ambiance, tu te sens bien, en fait, tu lâches prise ou tu laisses venir, parce que du coup, je vais retenir ça, merci. Tu laisses faire et puis, voilà. Et du coup, tu vois même pas la journée passer. Tu vois pas que tu marches, tu le sens pas et c'est hyper fluide, quoi. En fait, je crois que tu es dans un état de flow, exactement. Tu sais, cet état où tu t'es juste bien, tu fais un petit effort, donc tu t'ennuies pas. C'est quand même. Puis le paysage était juste sublime. Et tu es tellement dans un environnement qui te correspond, dans des valeurs qui te correspondent, dans des échanges
qui te correspond, Ouais. tu es dans le flow et tu vois rien, quoi. Tu sais, tu peux passer des heures à faire ça. Non, peut-être ça fait faire prétentieux, mais il y a certaines journées où on a dit, tiens, on est arrivé, on était chaude pour faire un peu. Bon, c'est la 23, pas 26 c'était la dernière, donc, mais c'est la 23, ouais, non, j'en ai plein les bottes. Mais, mais on aurait pu continuer. Et puis, ce qui est dingue aussi, pour rassurer certains ou certaines, c'est que parfois, ouais, il y a des journées, on arrivait fatigué, avec les jambes vraiment lourdes et tout ça, en tout cas, moi, parce qu'il y avait des marcheuses de l'extrême dans le truc. Mais moi, j'en avais parfois un peu marre. En fin de journée, j'étais fatiguée. Et puis, une bonne nuit de sommeil, et on tire un peu sur les jambes, et hop, 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 le lendemain, on est reparti, et on sent rien, et on y retourne, quoi. Et au bout de quelques jours, on n'a plus de courbature, tu vois, j'y croyais pas. Mais finalement, c'est vrai. Donc, tout est possible, vraiment. Oui, c'est beaucoup de préparation mentale, je vais dire un peu comme un sportif, mais c'est vrai que l'esprit fait beaucoup. Si tu te focalises sur quelque chose et que tu crois que tu vas y arriver et que tu te mets dans certaines conditions, tu réalises ce que tu veux. Donc, quand on dit que nos pensées sont créatrices… c'est ça. Là, on savait qu'on allait marcher 6 jours. On nous aurait dit, tu vas marcher 15 jours. On était programmé pour marcher 15 jours. Là, on savait que c'était 6. Bon, c'était 6. Mais voilà, donc comme tu dis, à partir du moment où on le pense, on le sait, on le visualise, on le matérialise, on le fait. Super. Merci pour tout. Dernière petite phrase d'Élodie. À chaque fois, je dis ça, dernière. C'est toujours pas la dernière. On a dépassé l'heure de live. Quand je marche au Compostelle, je pars seule, mais je ne suis jamais seule. On fait des rencontres extraordinaires et des groupes se forment. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Il y a des… Je vous abandonne, il y a mon facteur qui sonne. Je vais vous raconter des trucs alors. Il y a des personnes soit qui partageaient les mêmes hôtels, les mêmes gîtes plutôt, parce que c'est un hôtel, les mêmes gîtes que nous, et qu'on retrouvait sur le chemin, et avec qui on papotait sur le chemin, avec qui on échangeait, des personnes qui… Parce qu'il se passe que ça vibre. Et donc, voilà, c'était très sympa, ces groupes qui se formaient, on se voyait, on se parlait, après on ne se voyait plus, mais on a échangé ces moments-là. Il y a une telle bienveillance, un partage de plein de choses, en fait, sur ce chemin. On est tous dans le même état d'esprit, j'ai l'impression. Et c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc voilà, alors je continue. Tiens, Lily, c'est pour toi. Je viens de terminer la tactique de l'ananas. Merci à vous deux. Ah bon? Ouais. Attends. Ben, je le vois pas. C'est le dernier commentaire d'Isabelle. Ah! Eh bien, écoutez, merci. Donc, si vous ne connaissez pas la tactique de l'ananas, je vous invite fortement à le découvrir. C'est un roman de développement personnel également, qui est top, qui est juste drôle. Il est impertinent, il est drôle, il est surprenant. Donc, voilà, les filles, allez-y, découvrez-le. Hein? J'aime bien impertinent. Il est impertinent. Ouais, mais c'est vrai, sûrement, mais c'est un mot qui me plaît. Merci Isabelle. Merci à tous. Merci Marie-Lise. C'était chouette. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse 1h08 presque. Oh, je m'en doutais. Bavarde comme on est, je m'en doutais. Ouais, donc super chouette. Merci encore. Et puis, le replay sera en ligne, je sais pas, maintenant. Je sais pas comment ça se passe en fait, mais d'ici quelques minutes, en tout cas. Voilà, dès qu'on peut, on le partage. C'est ça. Merci à tous. Merci à mes copines d'avoir été… alors, mais les lectrices que je connais, là, dont je connais les noms, Élodie, Isabelle, et toutes mes copines de Compostelle d'avoir été là avec moi. C'était cool. Bisous, bonne journée. Bisous, à bientôt tout le monde.